Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Ougat Next. Les quarts de finale de l'Eurobasket sont terminés et on va rentrer dès demain dans le dernier carré de la compétition. Aujourd'hui on se retrouve donc pour débriefer un petit peu ce qui s'est passé lors de ces quarts, mais également pour faire la preview des deux demi-finales de cet Eurobasket. Avant de démarrer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas fait et à activer la cloche, mais également à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces quarts de finale. 8 équipes se sont donc affrontées ces deux derniers jours pour une place dans le dernier carré et la chance de pouvoir jouer pour une médaille. Petit retour donc sur les quarts de finale, et on va y aller chronologiquement avec le premier de cet Eurobasket, c'était la France face à la Lituanie. Et grâce à un premier quart-temps indécent au niveau de l'adresse, la France s'est très rapidement emparée du lead pour ne plus jamais le lâcher, même si au fur et à mesure du match, on a senti une équipe de France beaucoup moins inspirée offensivement. Les Bleus remportent le premier quart-temps de ce match 35-14 avec une adresse insolente de loin, 9 sur 11, plus de 80% de réussite, une adresse qu'elles n'auront malheureusement et plutôt logiquement pas réussi à maintenir tout le long du match. Dépassées dans l'intensité physique, les Lituaniennes n'ont rien pu faire et ont souffert énormément de la pression défensive des Françaises, perdant pas moins de 25 ballons sur la rencontre et ne shootant qu'à 37%, dont 12% à 3 points. Malgré tout, au-delà de ce premier carton phénoménal des Françaises, les Lituaniennes ont quand même réussi à tenir tête à l'équipe de France et elles remportent même la deuxième mi-temps sur le score de 30-27. Les Bleus avaient malgré tout assuré l'essentiel en première mi-temps en prenant une avance très confortable et ont pu faire tourner sur le reste de la rencontre. Le tournoi n'est cependant pas fini pour la Lituanie qui jouera la République tchèque demain pour les matchs de classement, des matchs qui peuvent être très importants en vue du Mondial 2026. Le deuxième quart de finale de cet Euro concernait l'Italie et la Turquie, et à la fin, c'est l'Italie qui gagne en prolongation, malgré une fin de match qui ressemblait pas mal à un sketch. Malgré une Cecilia Zandalassini assez peu en réussite, mais qui finit à 14 points tout de même, à 4 sur 14 au tir, l'Italie a réussi à déjouer le piège des Turcs, notamment grâce à l'apport de Constanza Verona et de Lorela Kubai. De son côté, la Turquie a essayé de jouer sur Tera McCohan au maximum, même s'ils l'ont un petit peu oublié sur la fin de match, elle qui dominait toute la rencontre. L'autre joueuse qui a crevé l'écran du côté turc, c'est Sevgi Uzun, qui a envoyé les deux équipes en prolongation grâce à un très beau tir à mi-distance au bout des 40 minutes. Cette prolongation n'aurait d'ailleurs jamais dû arriver, et l'Italie comme la Turquie ont enchaîné les erreurs sur la dernière minute 30 du temps réglementaire, avant que les coachs ne prennent le relais pendant la prolongation. Et oui, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais Tera McCohan, qui dominait, a été cloué au banc pendant 4 minutes durant la prolongation et n'aura joué que les dernières secondes. On ne sait toujours pas à quoi pensait le coach turc à ce moment-là, mais une chose est sûre, avec elle sur le terrain, l'issue du match aurait peut-être été différente. La Turquie affrontera l'Allemagne demain à 13h30 pour un match de classement, tandis que l'Italie rejoint les demi-finales. L'avant-dernier quart de finale concernait l'Espagne et la République tchèque, et on a eu le droit à un match en deux actes. Un premier acte totalement dominé par la République tchèque qui a compté jusqu'à 14 points d'avance sur la rencontre, face à une Espagne qui ne semblait pas du tout être elle-même des deux côtés du terrain. Incapable d'assurer le repli défensif, dominé au rebond off, battu dans tous les duels, l'Espagne a souffert lors de cette première mi-temps et a limité la casse juste avant la rentrée au vestiaire. Au retour de la mi-temps, c'est une autre Espagne qu'on a pu retrouver. Privée Diana Martin hospitalisée, c'est Aina Ayuso qui a vraiment pris le relais au niveau du scoring et qui a mis l'Espagne sur les bons rails, même si la MVP de la rencontre, c'est de très loin Raquel Carrera, impeccable pendant son match. En 26 minutes, elle termine avec 31 points à 19 sur 19 au lancer franc. Oui, oui, vous avez bien entendu, même Shai Gilgeous-Alexander serait jaloux de sa perf, mais aussi 8 rebonds, 2 assists pour 37 d'évaluation. Une performance incroyable de la part de la jeune intérieure espagnole qui vient nous montrer une fois de plus qu'elle fait partie des toutes meilleures intérieures d'Europe. La République tchèque n'a pas su réagir au run espagnol et s'incline donc de 7 points dans ce quart de finale, malgré les très bonnes performances de son duo de meneuses, Eliska Hamsova et Petra Olesinska. La République tchèque a cependant montré de belles choses pendant ce tournoi et aura l'occasion de se rattraper demain matin contre la Lituanie. Le dernier quart de finale opposait la Belgique à l'Allemagne et sans surprise, la Belgique s'en est sortie sans trop de problèmes. Si certains ont pu douter un petit peu en première mi-temps, le plan de jeu des Belges était absolument parfait. En effet, la Belgique avait fait le choix de fermer totalement la raquette, donnant beaucoup d'aide sur les drives, libérant ainsi les shooteuses allemandes. L'Allemagne en a alors profité en première mi-temps pour allumer la mèche de très loin et n'être menée que de 5 points à la mi-temps. En deuxième mi-temps, un peu comme pour les Françaises, l'adresse allemande a logiquement chuté
et la Belgique a pu faire son trou tranquillement en s'appuyant notamment offensivement sur les qualités incroyables d'Emma Messmann. Elle termine d'ailleurs la rencontre avec 30 points à 13 sur 19 au tir, plus ses 9 rebonds et 5 passes qu'elle a l'habitude de nous faire à tous les matchs. Ajoutez à ça 3 interceptions et 2 contres et vous avez une ligne de stats bien noircie pour une Emma Messmann qui termine à 39 d'évaluation. À côté d'elle, si l'adresse a un petit peu fui ses coéquipières en première mi-temps, elle a pu compter sur les 3 autres membres du quatuor qui terminent toutes au-dessus des 10 points. Côté allemand, malheureusement, une fois que les tirs ont cessé de rentrer, on a eu du mal à trouver réellement des solutions. Léonie Fibicha a un petit peu forcé ses pull-ups et Luisa Gesell-Sauder a été plutôt bien défendue après le premier quart-temps. La vraie déception du tournoi pour cette équipe allemande, ce sont les performances d'Alexis Peterson. J'en parlais un petit peu sur Instagram dans les 10 joueuses à suivre pendant cet Euro. Sans elle, l'Allemagne aurait eu vraiment du mal à aller plus loin dans la compétition, et ça a été le cas puisqu'elle a été très moyenne sur l'ensemble. La satisfaction allemande tout de même, ça reste Frida Brunner, qui a réalisé un très bel Euro et termine deuxième à l'éval, deuxième au scoring et troisième au rebond de son équipe. C'est une joueuse qui avait déjà été excellente lors des compétitions internationales chez les jeunes et qui prouve qu'elle peut performer au plus haut niveau. L'Allemagne aura un dernier match à jouer demain contre la Turquie, même si elle est déjà qualifiée d'office pour le mondial, étant le pays organisateur. Au terme de ces 4 matchs, on connaît donc le dernier carré, avec de très belles affiches, comme nous le montre ce tableau de la FIBA. La première demi-finale opposera donc la France à l'Espagne demain à 16h30, tandis que la deuxième demi entre la Belgique et l'Italie se jouera demain à 19h30. Deux matchs qui promettent d'être de très belles affiches, mais comme depuis le début du tournoi, on sent quand même un clair favori de chaque côté. Ça y est, on touche enfin au but et on connaît les 4 équipes qui vont s'affronter pour décrocher la plus belle des médailles. Sans plus attendre, on va donc passer à la preview de ces demi-finales, à commencer par la première dans l'ordre chronologique, celle qui opposera la France à l'Espagne. Que serait un tournoi international sans un France-Espagne dans les matchs éliminatoires? Véritable classique du basket européen, les oppositions France-Espagne nous offrent souvent de très beaux duels. Cette année cependant, on pourrait penser qu'il y a un très bel avantage du côté de l'équipe de France. Attention cependant pour les Bleus, car ces deux équipes ont une philosophie de jeu un petit peu similaire, en particulier défensivement. Si l'équipe de France se sert énormément de ses qualités athlétiques, l'Espagne, elle, se sert de sa ruse et de ses qualités à couvrir défensivement les espaces laissés pour faire déjouer ses adversaires. Les deux équipes se basent principalement donc sur leur défense pour initier leur jeu offensif, étant létales sur le jeu de transition. En effet, depuis le début de la compétition, la France tourne à 27 points par match sur des pertes de balles adverses, tandis que l'Espagne a plus de 20. Ce sont donc deux équipes qui aiment courir, même si la principale différence se fera surtout au niveau de l'adresse à 3 points. En effet, depuis le début du tournoi, l'Espagne tourne seulement à 30% de réussite de loin, en ne prenant que 18 tirs par match. C'est donc loin d'être sa qualité première, tandis que l'équipe de France, de son côté, est une des meilleures équipes dans ce domaine, avec plus de 43% de réussite à 3 points, en prenant 24 par rencontre. La clé pour l'Espagne sera donc d'essayer de limiter l'adresse extérieure des Françaises et de les forcer à jouer un jeu qui ne leur ressemble pas depuis le début de la compétition. La principale interrogation pour l'équipe espagnole sera le plan de jeu mis en place, surtout offensivement, avec l'absence d'Iana Martin. En effet, la jeune meneuse a été hospitalisée hier pour des douleurs abdominales aiguës et il y a très peu de chances qu'elle fasse partie de l'effectif pour le match de demain. Sans elle, c'est toute la création dans le jeu offensif espagnol qui en prend un coup, étant l'une des seules joueuses à être vraiment capable de fixer des intervalles et à créer des décalages. Avec une Elena Pueyo qui a essayé de rejouer hier mais qu'on n'a pas vu de la deuxième mi-temps, sûrement encore gênée par ses problèmes de dos, ça fait deux absences majeures pour l'équipe espagnole. Des absences importantes qui pourraient donc être rédhibitoires pour accéder à la finale. Les Bleus de leur côté arrivent avec un effectif sûr de ses forces et surtout des joueuses reposées. Ayant gagné leurs 3 derniers matchs assez largement, ils ont eu l'opportunité de faire tourner et de donner du repos aux joueuses les plus importantes, et cela pourrait vraiment faire la différence dans un match comme celui-ci. En effet, on l'a vu hier, l'Espagne a souffert contre la République tchèque dès qu'elle a mis un peu de rythme et qu'elle a joué à fond sur la transition, et la France, de par ses qualités athlétiques et son plan de jeu, va très certainement faire la même chose. Dans ce genre de match, la présence de Romane Berniès aura donc une très grande importance pour l'équipe de France. Elle pourra mettre la pression sur Mariona Ortiz, qui est, je trouve, très surcotée du côté espagnol, et la capacité de Romane à libérer les ballons très vite vers l'avant en transition va permettre à l'équipe de France de dérouler son jeu, en particulier quand on voit la faiblesse du repli défensif espagnol sur le match d'hier. Si l'Espagne arrive toutefois à ralentir le jeu de l'équipe de France, elle risque de souffrir offensivement, ne trouvant que très peu de solutions sur jeu placé.
En effet, si on s'est tous extasiés de la réussite à 3 points des Bleus contre la Lituanie, on a aussi vu les très gros manquements de mouvements offensifs du côté des Bleus, en particulier lorsque Pauline Astier n'est pas sur le terrain. Côté défensif, pour les Bleus, il faudra aussi faire très attention au secteur intérieur espagnol. En effet, si Awafam a eu beaucoup de mal lors du quart de finale hier, elle fait tout de même une belle compétition et pourrait se révéler contre la France. Même chose pour Paola Rinzo qui fait une très belle compétition, en particulier sur les premiers matchs. Elle a été un petit peu limitée hier à cause d'un problème de faute, mais son entrée en fin de match a vraiment tout changé pour l'équipe d'Espagne. Même si vous vous en doutez, la principale menace à l'intérieur du côté espagnol, ce sera évidemment Raquel Carrera. Selon moi, la France est largement favorite pour ce match, en particulier en l'absence d'Iana Martin et probablement d'Elena Pueyo. Mais attention à ne pas reproduire la même performance que contre la Lituanie en ne jouant que 10 minutes réellement sur les 40. On a pu remarquer hier que l'Espagne était une équipe pleine de ressources, même si elle reste assez jeune, et que le danger pouvait venir d'absolument partout d'un match à l'autre. Si l'Espagne arrive à limiter l'adresse extérieure des Françaises et à les obliger à jouer sur demi-terrain, ça peut vraiment devenir un match très intéressant, même si je pense que la défense française va faire énormément de mal à cette équipe espagnole, en particulier avec l'absence d'Iana Martin. Attention également pour les Bleus à ne pas commettre trop de fautes. On a vu hier que l'Espagne était une équipe redoutable au lancer franc, n'ayant que très peu de déchets dans ce secteur. Et si elle offre autant de lancers francs qu'elle l'a fait que contre la Lituanie, ça pourrait vite remettre l'Espagne dans le match. Le duel pour ce face-à-face franco-espagnol sera la confrontation entre Iliana Ruppert et Raquel Carrera. Peu impliquée dans le jeu offensif des Bleus depuis le début de l'Euro, Iliana a tout de même réussi une belle performance contre la Lituanie, trouvant un petit peu d'adresse de loin, et elle tourne sur ce début de compétition à plus de 11 points, 5 rebonds, 2 passes pour quasiment 17 d'évaluation. De l'autre côté, Raquel Carrera sort d'une performance impériale face à la République tchèque et tourne sur le tournoi à 16 points, presque 5 rebonds, plus d'une passe pour 19 dévals. Ces deux joueuses ont des profils totalement différents. Si Iliana est avant tout une joueuse d'attaque, Raquel est principalement une défenseuse hors pair. Très mobile pour sa taille, elle est capable de switcher sur quasiment tous les écrans et pourrait rendre la vie compliquée aux Françaises en cas de switch de la part des Espagnols. Si on se doute une fois de plus qu'Iliana ne sera que très peu investie offensivement, et je le regrette encore, car je pense que c'est vraiment l'une des principales armes de cette équipe de France, elle aura du gros boulot à faire en défense, même si, comme on l'a vu depuis le début de la compétition, Raquel a tendance à sortir du banc depuis son retour de blessure. Si c'est donc Awafam qui risque de commencer le match demain, Raquel pourrait rentrer assez vite dans la rotation et causer de vrais problèmes aux Françaises. Iliana a malgré tout les qualités pour dominer son match-up et il faudra qu'elle soit très active au rebond offensif, l'Espagne ayant vraiment du mal à verrouiller ce secteur. Un duel qui promet en tout cas entre deux des meilleurs intérieurs d'Europe et qui pourrait être déterminant dans le succès de l'une ou l'autre des deux équipes. Avantage tout de même, comme je le disais, à l'équipe de France, que je vois rejoindre la finale, mais attention tout de même à cette équipe espagnole qui voudra aller chercher encore plus, même si selon moi, l'Euro est déjà réussi pour elle. La deuxième affiche de cette demi-finale opposera l'Italie à la Belgique. Équipe un petit peu surprise de ce dernier carré, l'Italie a réussi l'exploit d'arriver jusqu'ici en étant invaincue. Même chose pour la Belgique qui termine invaincue dans son groupe et qui a déroulé contre l'Allemagne lors du quart de finale. Si on a senti les Belgian Cats mettre un peu de temps à se mettre en route dans la compétition, en particulier défensivement, on a retrouvé une équipe avec de vrais principes lors du dernier match contre l'Allemagne. Si certains pouvaient avoir des doutes sur la capacité d'adaptation de Mike Thibault à cet effectif belge, il a prouvé une fois de plus hier qu'il était capable de pondre un très joli plan de jeu pour assurer la qualification belge. Offensivement, on commence également à retrouver un petit peu la Belgique de ces dernières années, même si l'adresse à 3 points peut encore faire un petit peu défaut. Sur ces derniers matchs, on a vu beaucoup plus de mouvements sans ballon, un ballon qui circule beaucoup mieux, et une Emma Messman toujours au top de sa forme. Les commentateurs de la FIBA sur la plateforme Courtside ont d'ailleurs très bien résumé Emma Messman en disant que s'il y avait une déesse grecque du basket, elle s'appellerait sans doute Emma Messman. On ne va donc pas s'éterniser trop longtemps sur cette preview de Belgique-Italie, puisque je pense que la Belgique devrait logiquement l'emporter sans trop d'encombre face à Cecilia Zandalassini et ses coéquipières. Attention tout de même pour la Belgique de ne pas perdre trop de ballons et donc de laisser des munitions aux Italiennes. On sait qu'elles sont très agressives sur les porteuses de balles depuis le début de la compétition et sur un match avec un peu d'adresse, ça pourrait permettre à l'Italie de rester dans le match un peu plus longtemps que prévu. Les Italiennes n'ont cependant, selon moi, pas les armes nécessaires pour rivaliser avec l'armada belge, et si elles devront se concentrer principalement sur le secteur intérieur avec Emma Messman et Caroline Skens, il ne faudra pas oublier que les deux Julie sur les postes d'arrière peuvent aussi faire beaucoup de dégâts. Il y a une vraie classe d'écart entre ces deux équipes,
Et selon moi, sans une immense performance de Cecilia Zandalassini, l'Italie n'a vraiment aucune chance de rivaliser avec les Cats. Ça ne m'étonnerait d'ailleurs pas que Mike Thibault ait concocté un plan de jeu défensif pour essayer de limiter au maximum l'impact de Cecilia avec son équipe. Et le seul moyen, selon moi, pour que l'Italie ait une chance de remporter cette demi-finale, c'est que la Belgique shoote à des pourcentages catastrophiques, pendant que elle, de leur côté, ait des pourcentages vraiment indécents à 3 points. Évidemment, ça reste un match de basket, on ne peut jamais anticiper les impondérables, mais sur le papier, cette équipe de Belgique domine dans absolument tous les secteurs par rapport à l'Italie. Bien plus présente au rebond, bien plus inspirée offensivement également, avec l'une des meilleures moyennes de passes sur la compétition, la Belgique a toutes les cartes en main pour essayer de défendre son titre ce dimanche face à la France ou l'Espagne. Si la Belgique arrive à se mettre à l'abri assez rapidement dans ce match, elle pourra permettre à ses cadres d'avoir un petit peu de repos avant la finale de dimanche, ce qui pourrait être primordial, en particulier quand on voit l'apport du banc offensivement depuis le début de la compétition. Au-delà de Cecilia Zandalassini dont on a beaucoup parlé, il y aura un duel à suivre lors de cette rencontre, ce sera celui à l'intérieur entre Lorela Kubai et Caroline Skens. Ayant eu un peu de mal à rentrer dans son euro, Kubai s'est bien rattrapé lors du quart de finale contre la Turquie et a d'ailleurs été auteur de 6 points lors de la prolongation permettant à l'Italie de s'imposer. Elle tourne sur la compétition à quasiment 11 points, plus de 6 rebonds, plus de 2 passes pour 15 d'évaluation. De son côté, Caroline Skens c'est un petit peu la force tranquille du côté belge, avec quasiment 16 points, 8 rebonds, plus d'une passe pour 20 dévals sur la compétition. Elle fait un excellent tournoi et la Belgique doit être bien contente de l'avoir récupérée après qu'elle ait été coupée par Golden State. Bien plus dominante physiquement, Caroline Skens va poser de vrais soucis dans la raquette aux intérieurs italiennes, mais il faudra essayer de s'en servir au maximum de l'autre côté pour l'Italie, en essayant de l'éloigner le plus possible du cercle pour libérer des espaces de drive pour les extérieurs. S'il y a une chose sur laquelle Lorela Kubai doit essayer de jouer au maximum, c'est de provoquer des fautes à Caroline Skens, qui a tendance à faire pas mal de fautes, surtout en début de match, et à se retrouver un peu pénalisée et clouée sur le banc. Si elle arrive à sortir Linskens de son match, ça pourrait donner une chance à l'Italie de s'accrocher un peu plus longtemps, obligeant Emma Messman à jouer sur le poste 5 et à devoir donner un peu plus d'énergie défensivement, pouvant affecter un petit peu sa réussite offensive. Un duel qui sur le papier tourne encore à l'avantage de la Belgique, avec une Chiara qui fait vraiment un bel euro, mais Lorela Kubai a des armes et pourrait poser des problèmes à la défense belge. Voilà, on va pas faire beaucoup plus long pour la preview de cette deuxième demi-finale. J'ai eu quelques soucis en plus au niveau de l'audio, donc j'ai dû retourner toute la fin de cette preview. Désolé pour les amis belges et italiens qui peuvent suivre la chaîne et qui attendaient la preview avec impatience. J'essaierai de me rattraper pour la preview de la finale, mais malheureusement mon ordi a un petit peu de mal à accepter la chaleur qu'il fait en ce moment, et il y a des petits soucis qui m'obligent à m'adapter en conséquence. Et voilà, on a fait le tour pour ces previews des demi-finales. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker si c'est toujours pas fait, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, mais également à me dire dans les commentaires quelles sont selon vous les deux équipes qui vont s'affronter pour la médaille d'or ce dimanche. N'oubliez pas également de suivre Ougatnext sur Twitter et sur Instagram pour rester à l'affût de l'actualité de cet Eurobasket. On se retrouve samedi pour le débrief des demi-finales et la preview de la grande finale de cet Eurobasket. Peace out.